Bonjour et bienvenue à cette classe de maître. Je suis Audrey Bonin, directrice développement des affaires, innovation chez Investissement Québec. Ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour une classe de maître sur la productivité. Nos sujets résonnent beaucoup pour vous parce que nous sommes aujourd'hui plus de 600 à cette classe de maître. Et d'ailleurs, pour les sujets, sachez que vous pouvez avoir le contrôle des prochains sujets de classe de maître puisqu'un sondage est toujours envoyé à la fin des événements. Donc, je vous invite à nous partager vos commentaires et vos souhaits pour les prochains événements. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Mathieu Filion, directeur général chez Pursfera, avec qui on pourra avoir une petite entrevue pour savoir comment il a pu augmenter la productivité dans son entreprise. Bonjour Mathieu. Bonjour Audrey. Dans une deuxième portion de l'événement, je pourrai discuter avec mon collègue Jean-François Vermette, conseiller d'affaires innovation chez Investissement Québec, des projets de Mathieu et comment vous pouvez améliorer la productivité dans vos entreprises. Salut Jean-François. Bonjour Audrey, super content d'être ici aujourd'hui. Et donc, je vous rappelle aussi que l'événement se conclut toujours avec une période de questions. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions à Mathieu ou à Jean-François pour les projets qui vous concernent. Donc, on a déjà commencé à recevoir des questions que vous avez pu envoyer au préalable de l'événement, mais vous avez la chance de pouvoir poser vos questions dans un onglet, je pense, là, sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer en continu. On pourra les adresser à la fin de l'événement. Pour cette année, on voulait avoir l'opportunité de mieux interagir avec vous, cher public, lors des événements. Malheureusement, on n'est pas à la petite vie, donc on ne pouvait pas faire l'enregistrement devant le public. Donc, on s'est retourné vers les technologies et cette année, on introduit les questions Slido. Donc, je vous invite à aller en haut à droite de votre écran. Vous avez un onglet Slido où on va pouvoir vous poser des questions. Donc, la première question devrait apparaître dans les prochaines secondes, minutes. Donc, je vous invite à utiliser l'onglet et nous allons pouvoir voir apparaître vos réponses en temps réel. Donc, la première question, dans quel horizon de temps votre entreprise envisage-t-elle de mettre en place un projet visant à augmenter la productivité? D'ici 2 ans, d'ici 1 an, donc on voit qu'il y a des gens qui commencent à répondre et la plupart veulent en mettre en place dans la prochaine année, voire même dans les prochains 24 mois. Assurément que c'est des gens à qui on veut parler, Jean-François, là, soit pour les supporter à les mettre en place, peut-être même les financer. On va pouvoir parler là, de différentes opportunités dans l'événement aujourd'hui. Aucun projet de ce type n'est prévu actuellement. Donc, on a quelques personnes pour qui ça ne fait pas partie des horizons court terme. Probablement, Mathieu, que ce que tu vas nous amener aujourd'hui comme contenu va les faire changer d'idée. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine question. Dans quel objectif vous voulez faire ces projets-là? Donc, quel gain est-ce que votre entreprise souhaite obtenir des projets de productivité? On va pouvoir voir les réponses apparaître là, dans les prochaines secondes. J'imagine que pour la plupart des entreprises, on souhaite gagner des parts de marché ici ou ailleurs. J'avoue que dans le contexte, on a avantage peut-être à aller chercher des nouveaux marchés, augmenter ma capacité, cadence de production. C'est le genre de gain que toi, tu as eu, Mathieu, n'est-ce pas? Absolument. C'était ce qu'on visait. Réduire mon coût de production. Évidemment, il y a des incitatifs tarifaires qui pourrait encourager, en effet, nos entreprises à vouloir réduire les coûts de production. Ça va nous permettre de mieux nous positionner, des éléments qu'on pourra aborder aussi tantôt, Jean-François, avec les différentes initiatives et Investissement Québec. Merci à tous pour votre participation à ce sondage. Donc, si vous avez aimé l'expérience, peut-être l'adresser dans le sondage de fin. On pourra reproduire la technologie dans les prochaines classes de maître. Maintenant, Mathieu, j'enchaînerai avec toi. Dans un premier temps, tu pourrais peut-être nous expliquer c'est quoi Pursfera? Donc, qui sommes-nous? Donc, nous sommes des leaders en réduction de gaz à effet de serre, donc des leaders environnementaux. On aide la planète en traitant des appareils de façon de gestion optimale des appareils réfrigérants qui contiennent des fameux gaz fréons. Et donc, on est le plus important recycleur comme ça. On est le recycleur officiel des programmes de récupération des appareils ici au Québec. Donc, tous les appareils en fin de vie terminent effectivement leur vie chez nous. Et, écoute, on est dans un marché de croissance parce que les règlements ont été mis en place, la sensibilisation est faite. On travaille avec des partenaires, donc GoRecycle et Sorac.
Sorac pour des appareils commerciaux, Gouressic pour des appareils domestiques. Donc, on parle de réfrigérateurs, congélateurs, des celliers, des unités d'air climatisé, des humidificateurs. Donc, beaucoup d'éléments que les gens possèdent et ont et qui finissent un jour ou l'autre par arrêter de fonctionner. Ou on en veut un nouveau modèle. Ou on en veut un nouveau modèle, absolument. Pourquoi c'est important de recycler ces appareils-là, Mathieu? Ben, c'est très important de le faire parce que ces appareils-là contiennent plusieurs produits chimiques, donc entre autres le gaz réfrigérant, ce qu'on appelle des allocarbures. Donc les allocarbures, c'est des gaz qui peuvent détruire la couche d'ozone, créer des gaz à effet de serre, donc le réchauffement climatique. Mais aussi, il y a des huiles dans les moteurs, il y a des interrupteurs au mercure, beaucoup de plastique à l'intérieur, des métaux. Donc nous, on va traiter de façon optimale ces appareils-là pour séparer tout ça, capter les gaz, récupérer, détruire ces produits-là pour, évidemment, réduire la pollution. Puis, je pense que tu m'avais déjà dit dans le passé que le potentiel GES des allocarbures est supérieur à ce qu'on pourrait s'attendre. Oui, l'étalon, c'est toujours la tonne de CO2. Donc, certains produits, on les compare toujours au CO2. Donc, dans certains gaz qu'on récupère, c'est 10 000 fois la pollution du CO2. Donc, chaque kilo, chaque tonne qu'on ramasse, c'est un impact majeur sur la réduction de pollution. Ah, quand même, donc ça vaut vraiment la peine. Peut-être que pour les gens à la maison, les gens sont peut-être plus familiers avec l'acronyme CFC, chlorofluorocarbures, oui. Donc qui était un gaz là, qui a notamment été réglementé dans le protocole de Montréal. Mais la plupart des gaz réfrigérants font quand même partie de la gamme allocarbures. Oui, donc allocarbures parce qu'il y a du chlore et du fluor, des fois même du brome. Donc, c'est la chimie, là, la chimie des halogènes. Donc, on parlait de 10 000 fois. Certains gaz, c'est 5 000 fois, 4 000 fois, 2 000 fois. Donc, dans les thermopompes de maison, partout. Aussitôt qu'une fuite, ce gaz-là se répand dans l'atmosphère, c'est impossible d'aller le rechercher. Donc, c'est très important de bien le capter et de le contenir pour pouvoir éviter ces fuites-là puis ces dégâts environnementaux qui sont majeurs. En effet, ça créerait beaucoup de dégâts. On est très content que PureSphera soit en mesure là, de nous protéger de ces enjeux-là. D'ailleurs, à cet effet-là, vous avez eu une forte croissance, si je ne m'abuse, là, depuis 2017. Bien, absolument. Donc, depuis 2017, là, on faisait environ 20 000, 25 000 appareils là, en gestion par année. On devrait être autour de 120 000 cette année. Donc, en 3-4 ans, des augmentations conséquentes qui continuent avec la sensibilisation, l'information qui est disponible maintenant au public. Donc, nous, pour répondre aussi aux besoins de nos partenaires et de nos clients, bien, il faut augmenter notre cadence, il faut augmenter notre productivité, puis il faut essayer de tout absorber, là, cet afflux d'appareils-là qui arrive là, de plus en plus. Les gens sont vraiment plus conscients de ce problème-là. Donc, on les voit arriver à notre usine. Augmenter la cadence, augmenter la productivité, des objectifs que les entreprises qui nous écoutent souhaitaient atteindre avec leur projet. Donc, peut-être pour les inspirer un petit peu plus, comment est-ce que vous avez fait, vous, pour être capable de supporter cette croissance-là? C'est quoi les projets que vous avez mis en place? Donc, on a fait plusieurs études à l'interne. Donc, on a déterminé, avec l'aide aussi d'Investissement Québec, donc on a priorisé les projets, regardé la rentabilité, l'efficacité, santé, sécurité, tout ça, pour ensuite les positionner dans un ordre de priorité. Mm-hmm. Puis, on a commencé donc des investissements. D'ailleurs, on a reçu l'aide de Grand V, on en parlera tantôt. Oui. Donc, ça nous permet, là, on a déjà commencé, on continue et on continuera là, sur une période encore d'environ 2 ans à faire des changements. Donc, un exemple, on a transformé les boîtes d'engrenage, le fameux gearbox de nos appareils, de nos broyeurs, ce qui nous permet de passer, par exemple, de une quinzaine d'appareils à l'heure à plus de 20 appareils à l'heure. Donc, déjà là, une augmentation de 33 % de productivité de ce côté-là. Un autre type de projet, ça a été... Juste, si tu me permets, Mathieu, j'aimerais juste revenir sur ton projet de gearbox ou de boîte d'engrenage. Ma compréhension est que vous utilisez quand même la même quantité d'énergie ou de kilowattheure pour opérer ces boîtes d'engrenage-là. Oui, c'est ça. Donc, nous, on veut... donc, on a modifié la machine, mais on utilise la même énergie, mais c'est plus efficace au niveau de la force, la transmission de la force. Donc, on est capable, avec la même quantité d'énergie, ce qui est un gain aussi de productivité, de faire mieux. Donc, ça, c'est très important.
Un autre exemple, tout ce qui est les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, on a travaillé sur des projets aussi d'intelligence de vision pour prendre plus d'informations, rentrer les informations plus rapidement dans chaque appareil pour nous et rentrer dans une base de données. La baisse du nombre d'erreurs aussi, transférer ces données-là qui étaient faites avant de façon plus manuelle. Donc, un gain d'environ 1 minute et demie par appareil. Des fois, on dit « Ah, ça n'a pas l'air beaucoup », mais fois sur 100 000 appareils. Sur 120 000 appareils, bien, chaque minute fois 120 000, donc c'est très important. Je trouve ça intéressant, ce projet-là, Mathieu, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui doivent rendre des comptes. Donc, en termes de traçabilité, on peut penser à l'aéronautique, à l'alimentaire. Ce sont toutes des entreprises pour qui la traçabilité est essentielle. Puis, ce que je crois comprendre, c'est que la technologie que tu as implantée, c'est un petit peu dans ce sens-là également. Oui, parce que tous ces rapports-là que nous, on doit produire, ce sont pour nos partenaires, c'est pour des audits environnementaux, puis ultimement pour le marché du carbone. Donc, on doit démontrer hors de tout doute cette traçabilité-là du travail qui a été fait de la cueillette de l'appareil jusqu'à la destruction finale des gaz. Donc, très important. J'en nomme un autre, donc tout ce qui est une ligne en fait, qu'on a amélioré, tout ce qui est le tri des plastiques. Donc, dans les appareils, là, il y a une soupe de plastique, là, une fois qu'on a broyé, donc on doit séparer tout ça. Évidemment, l'humain, à l'œil, ça ne fonctionnerait pas. On oublie ça tout de suite. Par contre, les machines, on peut faire du 800 à 1000 kWh de tri de plastique. On a ajouté des équipements autour assez qu'on est rendu très performant, qu'on va plus vite que le plastique qu'on produit. Donc, on a dégagé 20 à 30 de temps machine qu'on peut maintenant offrir à d'autres entreprises pour un service de tri. Donc, ça fait aussi une augmentation de productivité, un changement de modèle d'affaires, donc une diversification qui est très importante et nécessaire pour continuer à se développer. Un rehaussement aussi, j'imagine, de la valeur de ces plastiques-là. C'est probablement plus intéressant de vendre ces rejets-là séparés et bien qualifiés que dans une soupe, comme tu disais. Tu as tout à fait raison. Dans le domaine, en fait, en général, dans la vie, tout ce qui va être plus trié, plus propre, meilleur classement, a toujours créé donc, un attrait pour le prochain qui devra l'utiliser. Donc, quand cet attrait-là est plus grand, bien, la valeur augmente aussi. Donc, c'est un effet direct là, de ces technologies-là qu'on a ajoutées. Puis, je pense que vous avez aussi des projets qui n'impliquent pas nécessairement là, beaucoup de technologies, notamment la meilleure utilisation peut-être de votre espace, plus un projet en termes de logistique. Est-ce que ça se peut? Oui, absolument. Donc, c'est une somme. Tout ce projet-là d'amélioration, c'est toujours une somme de plusieurs éléments. Donc, il y en a qui sont plus, je dirais, qui constituent plus une base de génie industriel. Donc, des meilleurs déplacements, l'utilisation en hauteur de la même surface, de la même aire de travail. Donc tout ça fait en sorte qu'on est capable toujours d'en faire plus avec autant. Donc, puis ultimement moins, mais pour l'instant autant. Puis d'augmenter notre cadence, notre productivité, puis de répondre aux besoins là, de nos partenaires. Je trouve ça super intéressant parce que, corrige-moi si je me trompe, on dirait que ce n'est pas tous les projets qui sont super complexes. Effectivement, des projets qui sont, comme je disais tantôt, je ne vais pas les qualifier, c'est jamais toujours simple, mais c'est moins difficile. C'est moins difficile. Ce n'est pas des secrets de la NASA là, ou tout ça. Donc, on y va bouchée par bouchée, priorité par priorité. Des fois, c'est justement quelque chose de simple avec un investissement pas trop important qui donne un gain de 1 ou 2 minutes, comme je disais tantôt. Puis finalement, fois 120 000 appareils. Donc, c'est un impact majeur. Donc, on a toute une gamme du plus simple au très technologique chez nous là, qui a été, qui sera implanté. Oh, qui a été, qui sera. Donc, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas terminé. C'est pas terminé, effectivement. Donc, on a identifié avec nos chartes qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc, on a des projets aussi d'une chaîne de démantèlement qui serait plus robotisée, automatisée. Je ne vais pas dire robotisée, automatisée un peu plus. Donc, qui permettrait encore là des gains, d'éviter des déplacements, des minutes sauvées. Je parlais de l'intelligence artificielle tantôt, donc d'aller vers de l'acquisition aussi, pas juste de la vision, mais de l'acquisition de données pour aller chercher les données dans les statistiques pour remplir plus vite, un peu d'avance, tout ce qu'on pourrait avoir.
On travaille beaucoup sur la pureté des gaz aussi qu'on récupère. Donc, avant, c'était Est-ce souvent... que ça serait possible de les recycler s'ils sont purs? Certainement possible. Donc, il y a des lois et règlements qu'il faut respecter, mais il y a des gaz qui peuvent être réutilisés. Donc, dans la hiérarchie des trois RV, donc réduction, réemploi, recyclage, valorisation, bien, là, on tombe dans du réemploi au lieu de seulement de la destruction, par exemple, de ces gaz-là. Donc, on va aller vraiment choisir ce qu'on a besoin de faire pour avoir la meilleure valeur puis le meilleur état dans les trois RV. On a parlé quand même beaucoup de technologies, disons, plus physiques que vous avez implantées là, pour améliorer votre productivité. J'aimerais ça revenir sur la traçabilité parce que, bon, j'imagine que collecter des données puis les documenter, ça prend quand même une implantation d'outils numériques pour aller les chercher puis les colliger? Oui, bien, on a travaillé, évidemment, on a des serveurs, on a tout ça, on a fait appel à des firmes aussi externes pour nous supporter là-dedans. On a aussi implanté, au fil des dernières mois, années, un système de ERP. Donc, on travaille encore là-dessus. C'est toujours, comme on dit dans le jargon, un work in progress. Donc, il faut ajouter des modules, il faut les changer là, pour adapter à nos besoins. Donc, tout ça, toute cette technologie-là là, qu'on transfère aussi, qu'on amène les employés à utiliser. Donc, une certaine acceptabilité de la technologie, ça se passe bien quand même. Okay. Donc, on est content, puis on a encore beaucoup de travail à faire, on est conscient de ça. Puis ça nous donne aussi plus de données sur ce qu'on fait. Donc, les temps de travaux, le poids des éléments. Donc, on est capable d'aller chercher de la donnée pour ensuite s'améliorer avec tout ça. J'aimerais ça qu'on creuse peut-être un petit peu là, le projet ERP parce que je sais que c'est un projet que beaucoup d'entreprises ont dans les cartons ou sont en train de regarder ou de le faire. Puis c'est un projet qui, on va se le dire, là, a tendance à faire un peu peur là, parce que c'est quand même quelque chose de complexe et d'assez gros. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, tu as raison de le dire parce que c'est évidemment des projets en informatique. On connaît un peu l'histoire. Ça commence toujours en quelque part, puis ça évolue dans des directions, puis il faut essayer de bien cadrer ça parce que ça peut déraper facilement. Donc, bien évaluer les besoins, faire une analyse de ce qui est disponible, qu'est-ce que ça peut coûter par module, puis d'y aller ensuite. Nous, c'est toujours une approche qu'on fait dans l'usine avec tous nos projets, par étapes. Donc, c'est jamais tout d'un coup. Donc, on aime mieux y aller par addition des besoins, puis d'y aller au fur et à mesure pour gagner en efficacité. Ce que je comprends, c'est que vous êtes allé vers un logiciel qui était commercialement disponible. Oui, mais qui est quand même très changé puis adapté à ce qu'on fait. On est assez unique dans ce qu'on fait. On n'en a pas parlé, mais il n'y a pas grand monde qui réussit à faire ce qu'on fait. Donc, il faut vraiment aller chercher des données plus spécifiques. Donc, on a fait quand même beaucoup de modifications là-dessus. Puis, avant de passer avec Jean-François, est-ce que tu as un conseil peut-être à donner aux gens, notamment aux gens qui n'ont pas de projet là, à court terme, peut-être? Bien, ça a toujours l'air souvent très gros. Donc, il faut rencontrer vos employés, demandez-leur, rencontrer vos équipes, demandez-leur. Tout le monde a des idées, tout le monde a des intuitions, tout le monde a des façons qu'il aimerait voir les choses évoluer. Donc, il faut être conscient de ça, les analyser. Ensuite, avec de l'aide souvent interne, mais aussi extérieure, de bien prioriser, analyser les projets. Ensuite, trouver les façons de les financer, les réaliser. Puis d'avoir, je disais finalement, de l'audace à le faire, parce que des fois, ça peut faire peur, mais c'est ça qui va être des fois un moteur de changement, puis qui va être aussi un positionnement pour le futur. Donc, de rester en avant de la vague, d'être les meilleurs dans ce qu'on fait, puis de pouvoir absorber des fois des petits chocs, mais d'être capable de pouvoir se faufiler. L'audace. La progression se fait à l'extérieur de la zone de confort. Ouais. Puis j'aime ça, Mathieu, parce qu'on implique nos gens, on priorise, on se fait accompagner quand c'est possible ou quand c'est nécessaire, on trouve du financement, puis on implante. C'est simple. Recette magique. Hey Jean-François, quelle entreprise inspirante Pursphera. Je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, j'ai été sage jusqu'à maintenant. J'écoutais attentivement Mathieu, puis même si on se connaît quand même, je connais votre entreprise depuis un moment déjà, j'en ai encore appris ce matin. Qu'est-ce qui te frappe chez Pursphera? Un des points qui me frappe, qui m'épate, c'est que vous êtes toujours en mouvement parce qu'il y a une culture d'innovation chez vous. Puis ça se sent quand on marche le plancher d'usine puis qu'on discute avec vos employés.
Les gens sont motivés par le changement. Je dirais même passionnés par Passionnés, ouverts aux idées. Puis, souvent, en innovation technologique, on parle de la résistance au changement comme un frein ou un enjeu qu'il faut réussir à dénouer. Bien, c'est le contraire, tout le contraire chez vous. Vous avez trouvé une solution, je pense, pour embarquer tout le monde dans ces projets-là. Puis, je pense que c'est un facteur de succès chez vous. Si je peux me permettre, Jean-François, j'ai l'impression qu'une des clés de succès de Mathieu, c'est de faire des projets qui ne sont pas nécessairement toujours compliqués, donc qui donnent des résultats rapidement. Ça aide probablement à réduire le cynisme de « Ah, on sait bien, ça ne marchera pas ». Les projets avancent, amènent des résultats, puis on est capable de passer au prochain. On parle de productivité, là. C'est quoi la productivité, Jean-François? Bon. La productivité, si on veut faire simple, de façon imagée, c'est de produire mieux pour être capable de faire plus avec moins de ressources ou du moins optimiser l'utilisation de nos ressources et éviter le gaspillage. Puis la productivité, ça a plusieurs facettes. Puis je trouve que les exemples amenés par Mathieu, chez Pursphera, peuvent très bien représenter ces types de facettes-là. On a parlé de productivité de la main-d'œuvre, c'est-à-dire utiliser nos ressources humaines, nos employés, nos précieux employés, bien, les dédier à des tâches qui ont de la valeur ajoutée, qui amènent de la richesse au sein de l'entreprise, puis qui sont peut-être des tâches plus intéressantes, améliorer l'attraction de ces postes-là, être optimisé, en fait, sur chaque heure travaillée. Puis, notamment votre projet de lecteur optique pour automatiser la prise de données avec l'intelligence artificielle. On vient sauver, 2 minutes par appareil. Bien, c'est un bon exemple de productivité de la main-d'œuvre. On a parlé aussi de productivité matière, dans le sens où chaque kilogramme, chaque atome de matière qui rentre chez Pursphera, vous travaillez fort à aller en chercher un revenu, une valeur ajoutée. Puis ça, c'est vraiment partie intégrante aussi de la productivité globale. Vos projets d'économie circulaire, c'est de super bons exemples. Vous regardez pour vendre les allocarbures, avoir un revenu plutôt qu'une dépense pour la destruction. Le recyclage, la vente des plastiques, c'est un bon exemple aussi. Je sais que vous avez d'autres projets en cours aussi de ce côté-là. Donc, productivité matière, très important également. Et productivité énergétique. L'exemple de l'optimisation du broyeur est un très bon exemple aussi. On veut que chaque kilowattheure se répercute en gain, permette d'augmenter nos marges en allant chercher plus de bénéfices. J'aimerais peut-être faire un parallèle, par contre, avec les entreprises qui ont peut-être un modèle d'affaires plus traditionnel, parce que Pursphera, c'est vraiment spécial. On part d'un produit fini, puis on le ramène à des composantes, si je peux m'exprimer ainsi, alors que traditionnellement, dans le manufacturier, on part de composantes, puis on produit un produit fini. Donc, je voudrais revenir juste sur la productivité matière. C'est sûr que dans le manufacturier, tout ce qui sort au bout de la ligne de produits finis, on va le vendre. OK. Mais la matière qu'on a utilisée ou les rebuts, la non-qualité peut-être même, ça va être des éléments qu'on va vouloir adresser pour réduire cette non-qualité-là et peut-être valoriser aussi la matière première, là, les chutes de coupe ou ainsi de suite, là, si je ne m'abuse, Jean-François. Tout à fait. C'est vrai qu'on est dans une activité manufacturière inverse, on peut le voir comme ça, mais la logique de la productivité est exactement la même. Oui. On veut optimiser les ressources humaines, les matières premières, l'énergie. Puis, ce qui m'a frappé chez Pursphera, puis là, Jean-François, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, les projets environnementaux ne sont pas complètement incompatibles avec les projets de productivité. Aujourd'hui, les projets environnementaux, toutes les entreprises, c'est quelque chose qui est important pour eux, mais c'est rarement les projets les plus prioritaires. Y a-t-il une façon de dire j'augmente ma productivité, puis en même temps, je fais un petit quick win sur l'environnement? Clairement. Dans mon sens, la productivité et l'environnement vont vraiment dans le même sens. Règle générale, la plupart du temps. Fait que je pense qu'il y a un paradigme qu'on peut casser ce matin. L'environnement puis la productivité, ça peut aller ensemble. Puis une façon, moi, que j'aime de l'imager, qui peut permettre de le réaliser de façon plus instinctive, c'est de penser à tout ce qui sort d'une usine, tout ce qui sort d'un procédé manufacturier qui n'est pas votre produit fini. Donc, on peut parler des rejets solides, donc les matières résiduelles, les rejets liquides dans les effluents, rejets gazeux dans les cas où on a une cheminée qui part à l'atmosphère. Tout ce qui sort, ce n'est pas seulement un polluant. On peut le voir autrement. C'est en fait une matière première. Toutes les molécules qui sortent de votre usine proviennent de vos matières premières. Et donc, ce sont des matières premières qu'on a payées. On a même payé de l'énergie pour le transformer.
de la main-d'œuvre pour y travailler. Donc, on a mené une activité de fabrication de ces extrants-là. D'un point de vue productivité, c'est complètement contre-productif de ne pas tirer une valeur de cette matière première-là. Tu parlais des cheminées. Je pense qu'une des valeurs les plus importantes qu'on peut tirer d'une cheminée, c'est souvent la chaleur qui en sort, productivité énergétique. Tout à fait. Donc, en valorisant, en regardant ces extrants-là autrement, bien, plutôt que de voir seulement des polluants qu'on doit gérer, qu'on doit disposer, on peut voir des opportunités économiques. C'est carrément ça qu'on a. Puis là, on a parlé de différents types de projets, des projets en logistique, des projets en transformation numérique, des projets mécaniques. On a parlé de projets environnementaux. C'est quoi une bonne première étape là, pour s'organiser là-dedans? C'est vrai que ça peut être peut-être étourdissant, ça peut être facile de se perdre, mais il y a des étapes quand même logiques, structurées, qu'on recommande chez Investissement Québec. Je pense que Pursfera en est bien conscient. Tout d'abord, avant de s'améliorer, il faut faire un constat de l'existant, voir, étudier comment on travaille actuellement, quels sont nos processus, et identifier des opportunités d'amélioration. Ces opportunités-là, on souhaite les prioriser en évaluant le mieux possible les gains potentiels d'implanter ces projets-là par rapport à la complexité, par rapport au coût. Donc, il peut y avoir des projets très complexes qui amènent un retour sur l'investissement à long terme, des projets très simples qu'on appelle, pour utiliser un anglicisme, des quick wins, des gains rapides. Donc, il faut les prioriser. Et on commence par le premier de la liste. On met les efforts pour l'implanter. Par la suite, on fait un post-mortem, évaluer qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Et on passe au suivant. On corrige, tout à fait. Et souvent, les entrepreneurs et leurs équipes techniques d'ingénierie sont experts dans leurs produits, dans leur secteur, dans leur domaine, mais ont parfois le nez un petit peu trop collé sur l'arbre. On vous recommande vraiment, s'il y a des entreprises qui souhaitent se lancer, de vous faire accompagner par des experts externes qui sont peut-être, qui ont un regard différent, qui peuvent vous aider à voir le revers de la médaille ou amener des idées en dehors de la boîte parce qu'ils sont moins collés sur le sujet. Donc, ça nous semble un facteur de succès aussi important à être accompagné. Jean-François parlait de post-mortem. Mathieu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire? En avez-vous fait quelques-uns sur différents projets que vous avez implantés? On n'avait pas l'habitude d'en faire vraiment. On est en train de se structurer pour en faire de plus en plus parce qu'on réalise qu'il faut justement évaluer, se mesurer. Se mesurer. Donc, c'est toujours important avec les données qu'on a de plus en plus. Puis ensuite, de corriger, comme je disais tantôt. Donc, on en fait de plus en plus et on en fera de plus en plus parce que c'est essentiel de le faire. J'entends ce que tu me dis avec la donnée qu'on a. Est-ce qu'on peut dire que plus on a de la donnée, plus on en veut et plus on veut l'utiliser? Bien, ça reste toujours très important parce que c'est là qu'on peut enlever les biais de perception. Des fois, on faisait des choses dans le passé puis on se dit « Ah oui, bon, ça fonctionne bien. » Est-ce que ça fonctionnait si bien que ça? Est-ce que c'est plus, on est plus dans l'émotion puis dans la perception? Maintenant, bien, quand on regarde les données, il faut faire un peu nos ingénieurs de nous-mêmes puis dire c'est quoi la moyenne, puis où est-ce qu'on est, puis l'écart type, puis est-ce qu'il y a une grande fluctuation. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable maintenant d'interpréter ou de voir avec la valeur des données. Donc, ça, c'est important de le faire, puis de pouvoir, après ça, bien, donc, les données corriger. Nous permettent de prendre de meilleures décisions. Oui, aussi. Donc, oui. Plutôt que de se fier sur des intuitions. Oui. Jean-François, il y a un élément que tu n'as peut-être pas mentionné dans les étapes, là, puis c'est bien correct, mais que j'aimais beaucoup que Mathieu avait mentionné, c'est d'impliquer nos gens. Oui. Donc, de solliciter nos gens. Qu'est-ce qui marche moins bien peut-être sur le plancher? Donc, c'est souvent là, des ressources là, absolument extraordinaires pour déceler les opportunités. Et en le travaillant en équipe, bien, toute l'équipe est partie prenante, se sent investie dans le projet. Puis c'est peut-être là où, justement, la résistance au changement, bien, on la contourne, on la transforme en source de motivation. Donc, ça aussi avec la croissance, le nombre d'employés, la formation qu'on doit leur donner. Donc, comment on doit évaluer le travail pour bien le transmettre, bien avoir... Évidemment, nous, chez nous aussi, on est maintenant ISO 14 000, ISO 45 000. Donc, il faut continuer de bien décrire ce qu'on fait puis de bien le faire pour poursuivre. Donc, c'est important d'aller chercher l'information à ceux qui sont quotidiennement en train de faire l'opération avec l'appareil, l'outil, la machine, puis de dire, bien, OK, qu'est-ce qui fonctionne moins, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu aimerais de plus? Puis évidemment, on ne peut pas dire oui à tout. C'est comme dans la vie, comme avec les enfants, comme dans la famille, dans la vraie vie. Mais il faut, on disait prioriser, puis dire, bon, OK, on essaye celui-là, on ajoute. Puis, des fois, on se trompe aussi, ça peut arriver.
Donc, on arrête, puis on recommence, puis on refait avec la deuxième partie de l'évaluation. J'apprécie l'humilité avec laquelle tu Oui. signifies ça. Que, des fois, on fait des erreurs. Mais j'aimerais ça revenir là, sur un petit mot là, super rapide que tu as mentionné, la formation des employés. Il Oui. ne faut pas oublier qu'une grosse partie de la productivité, c'est super sexy d'implanter des technologies, mais d'aller former nos employés sur comment les utiliser va nous permettre d'aller chercher le maximum de ces investissements-là. Donc, je voulais juste qu'on refasse le petit point parce que tu l'avais mentionné super rapidement, mais je pense que c'est absolument essentiel là, d'investir dans la formation de nos gens aussi. Il n'y en a jamais assez. Jean-François, on a parlé de différents types de projets, des petits, des grands. Comment on finance ça aujourd'hui? Je suis très heureux que tu me poses la question, Audrey, parce que justement, Investissement Québec, on a lancé dans les derniers mois, au courant de l'automne, l'initiative Grand V, qui est justement là pour aider les entreprises. Je ne sais pas si on voit les slides à l'écran en ce moment. Parfait. Qui a justement été réfléchi pour aider les entreprises à implanter leurs projets de productivité durable, d'innovation, recherche et développement et d'amélioration de produits. Donc, c'est une initiative qui permet d'aider les entreprises sur deux fronts. On a une offre de financement, donc un financement flexible. Je n'irai pas dans le détail des modalités aujourd'hui, mais on vous encourage à aller voir ça. Un financement pour donner aux entreprises les moyens de réaliser leurs projets. Et ça peut venir au besoin avec un accompagnement technologique ou jusqu'à 100 heures d'expertise de nos ingénieurs, nos chimistes, nos experts chez Investissement Québec sont offerts pour aider à dérisquer sur le plan technologique ces projets-là. Donc, avec le volet financement technologique, les entreprises ont tout en main là, pour réussir leur projet. Et donc, ça s'adresse à la grande majorité des entreprises, des PME, grandes entreprises et même certaines startups là, à haute teneur technologique ou scientifique pour, on le répète, implantation de projets d'innovation, productivité durable, R&D de technologies et produits innovants et commercialisation de technologies innovantes. Et on me dit que vous avez dans l'interface du webinaire un lien pour cliquer et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'initiative Grand V. Ou appelez-nous, vous pouvez contacter les gens d'Investissement Québec. Peu importe votre porte d'entrée, votre ressource Investissement Québec peut vous diriger. Merci Jean-François, super intéressant. Puis, dans le contexte économique actuel, je m'en voudrais de passer sous silence une autre initiative d'Investissement Québec, Panorama. Donc, pour toutes les entreprises, là, on a vu tantôt là, dans le sondage, certaines d'entre elles souhaitaient investir en productivité pour diversifier leur marché. Donc, les entreprises exportatrices qui souhaitent explorer de nouveaux marchés pour leurs produits, l'initiative Panorama va pouvoir vous supporter. Un petit peu comme Grand V, on est dans une combinaison de financement et d'accompagnement, cette fois-ci au niveau export. Donc, encore une fois, vous pouvez nous communiquer avec nous sur LinkedIn, nos courriels, le formulaire Grand V. Toutes les portes sont ouvertes, vous avez qu'à y entrer. Et peut-être ajouter, parce que c'est un point que j'avais dans mes notes, puis bon, avec l'enthousiasme, j'ai oublié de le mentionner, ça n'a pas besoin nécessairement d'être un énorme projet. Puis, chez Pursphera, ça le démontre bien, la productivité, ils l'atteignent avec une somme de petits projets. Hein. On n'a pas de gros coups de circuit. On va chercher 1 minute par-ci, 1 ou 2 % de productivité par-là. Puis la somme, l'ensemble de tout ça fait qu'en bout de ligne, bien, on a des marges plus intéressantes, on est compétitif, puis on est peut-être moins susceptible aux aléas des marchés parce qu'on a une base solide. Merci, Jean-François. Avant de passer à la période de questions, je vous rappelle que la prochaine section de notre événement vous appartient. Vous avez la section questions-réponses dans la plateforme, donc je vous invite à y noter vos questions. On va pouvoir les répondre en direct. Avant de passer à ça, pour vous laisser le temps de rentrer vos questions, Mathieu, je pense que vous déployez, ou vous êtes en train de déployer un petit programme Répare ton frigo. Oui, absolument. Mais merci d'en parler. On a justement été récipiendaire avant-hier d'un prix. Bravo! Le Québec circulaire pour cette initiative-là. Donc, c'est un Répare ton frigo. C'est en fait de pouvoir, avant que l'appareil soit démantelé pour toutes les pièces, comme tu l'expliquais tantôt, bien, il y a encore des morceaux à l'intérieur qui peuvent avoir une valeur. Donc, les gens ont tous à la maison des appareils, des frigos, des congélateurs et tout ça. Puis, il y a souvent un morceau qui est brisé avec un... Donc,
Nous, on offre des pièces second qu'on a trouvées. Donc, il y a un site Internet, réparetonfrigo.com. Donc, si la pièce n'est pas disponible, vous pouvez faire une requête. En saison, on reçoit entre 500 et 1000 frigos par jour. Donc, statistiquement, on devrait trouver votre morceau. Puis, on va vous l'envoyer à la maison pour que vous puissiez remplacer celui qui est brisé. Ah, merveilleux. Fait qu'on peut. Est-ce que ça rentre dans les 3 R, réparer? En fait, réemploi. Oui, on est dans le 2e R, donc c'est parfait. Excellent. Donc, les questions ont commencé à rentrer. Merci beaucoup de votre participation. On voit que c'est un sujet qui a de l'écho pour vous. On a José qui demande, est-ce que vous avez mesuré la productivité lors de l'implantation du projet ERP? Avez-vous remarqué une amélioration? Oui, on a remarqué des améliorations certainement, parce qu'on pouvait, comme on disait tantôt, se mesurer beaucoup plus. Donc, on peut regarder où est-ce qu'il y a des fois des pertes de temps. On peut regarder aussi qu'est-ce qu'on a besoin dans l'ordonnancement des produits. Donc, on a toutes sortes de valeurs, donc on se mesure. C'est encore un projet qui est toujours quotidiennement analysé et regardé, parce que c'est ça qui nous permet de prendre d'autres décisions. Donc, oui. Tu as mentionné à quelques reprises donc, avoir reçu de l'accompagnement d'Investissement Québec. On a beaucoup de questions là-dessus. Donc, on a Christine, on a Sophie, on a Pascal qui nous demande c'est quoi l'aide que vous avez été chercher auprès d'IQ et des autres partenaires, s'il y en a, des prêts, des subventions, de l'accompagnement technologique, on en a parlé. Comment ça se décline? Bien, depuis plusieurs années, on travaille beaucoup avec Investissement Québec. On a eu plusieurs occasions d'être partenaires là, pour l'accompagnement. Donc, des accompagnements en génie industriel, des accompagnements de financement, le directeur. L'accès, finalement, à IQ est toujours simple et facile. Pour nous, ça a très, très bien fonctionné. On est toujours, nous, dans notre ADN, on est très innovateur, on est toujours en avant. Ce qu'on fait, personne d'autre le fait. Personne d'autre le fait en Amérique du Nord. Donc ça prend, on disait tantôt de l'audace, du cran, mais tout ça, mais ça prend aussi des gens qui t'accompagnent parce qu'il faut qu'ils croient en ce que tu fais. Donc, oui, certaines banques, mais aussi la transition énergétique, par exemple. Donc, il y a tous des programmes d'amélioration qu'on a fait, le marché du carbone. Donc, on a toujours eu des bonnes relations, aller chercher les subventions avec Recycle Québec pour la ligne de plastique dont je mentionnais tantôt, qui fait en fait qu'on détourne de l'enfouissement des plastiques. Donc, tous ces objectifs-là sont atteints, puis on continue à travailler pour améliorer ça. Puis, ça se passe très bien. On avait une question, là, concrètement, l'accompagnement technologique, comment ça se passe? L'accompagnement technologique, ça, c'est celui qui... Veux-tu en parler ou on... J'aimerais ça qu'on entende ton expérience, puis on pourra peut-être compléter avec Jean-François. Bien, l'accompagnement technologique, donc, on continue. On a des projets déjà en cours sur... On parlait tantôt de recherche-développement dans les lignes de grand V. Donc, on veut aller chercher... On parlait d'une meilleure valeur dans chacun des flux de production. Donc, on a un accompagnement présentement là, pour aller chercher, faire des projets de recherche puis de réutilisation de certains produits qui pourraient, on disait tantôt, donc, au lieu d'être un déchet puis d'avoir des coûts, bien, peut-être avoir moins de coûts ou avoir peut-être même des revenus. Des revenus, ultimement, c'est l'objectif. Donc, ça, on le fait. Donc, des chercheurs qui sont désignés pour faire les études puis travailler avec nous. Ensuite, on a eu l'accompagnement en génie industriel, comme je disais tout le temps. On travaille avec l'Université du Québec à Trois-Rivières aussi. Donc, ça se passe bien. Donc, c'est les ressources internes, les ressources externes. Tout le monde se parle. Puis, il y a des conclusions qui sont émises. Puis ensuite, on les applique. Il y a vraiment une grosse culture de collaboration là, chez Pursphera. C'est ce que je crois comprendre, en tout cas. Là. Oui. Jean-François, on a une question ici qui va probablement t'intéresser. En quoi Grand V d'IQ, ou je vais étendre ça plus largement, là, en quoi IQ peut aider dans la planification, le financement et la construction d'un centre de biométhanisation? Bien intéressant. Bon, biométhanisation, donc on va parler ici de technologie propre. On va parler donc d'adoption, d'implantation d'une technologie propre. C'est a priori tout à fait admissible à Grand V du côté financement. Bien sûr, il faut discuter avec le directeur de compte, directrice de compte de l'entreprise en question. Puis du côté accompagnement technologique, en termes de biométhanisation, c'est un bon exemple.
On a des laboratoires de biométhanisation chez Investissement Québec, dans nos laboratoires de Québec. On peut aider à identifier des matières compatibles, à faire des essais de potentiel biométhanogène. On est capable de faire des analyses technico-économiques pour voir quelle est la rentabilité de ce projet-là, amener des pistes d'amélioration pour que l'entreprise puisse s'assurer d'être optimale dans son projet. On peut aider à la gestion des eaux ou gestion des odeurs, éventuellement, là, pour donc, il y a vraiment beaucoup d'accompagnement qui peut être fait en aval et en amont de ces projets-là. Et le financement est toujours disponible aussi là, pour mettre en place des projets. Tu fais bien m'arrêter parce que je suis passionnée. C'était parti. Je sens la passion. On a parlé tantôt, quand même rapidement, de tous les enjeux de gestion du changement. On a une question ici. Donc, comment réussir les projets d'augmentation de la productivité lorsque les travailleurs sont réfractaires à l'intégration des technologies? Bon, c'est une question très, très importante. Est-ce qu'il y a une baguette magique? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il faut le travailler en équipe, en concertation. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à notre équipe transformation numérique. Hein, on a l'habitude, dans les projets de transformation numérique, du moins, de faire ce qu'on appelle des ateliers vision, où on s'assoit en équipe avec des personnels clés pour amener les idées des gens, que tout le monde pagaie dans le même sens pour faire avancer le bateau, et puis être capable de trouver des solutions s'il y a des pépins, des enjeux. Fait que la communication est sans doute essentielle, mais bon, c'est un travail de tous les jours. En effet, la communication est souvent une clé. On s'assure de bien communiquer avec nos clients externes, mais nos clients internes restent quand même des acteurs clés dans notre succès. On a Karine qui nous demande, chez Pursphera, est-ce qu'il y a eu un projet qui a été un game changer chez vous sur la productivité? Bonne question. A priori, pas de méga grand coup de circuit, mais on en parlait un peu tantôt, la somme et la somme qui viendra aussi, parce qu'on continue de tous ces projets-là qu'on a fait, qu'on est en train de faire, qu'on continue à faire, des petits, des moyens, des plus gros. Donc, c'est vraiment un continuum, finalement. Puis, à chaque fois qu'on rajoute une brique là, dans ce mur-là, ben ça s'améliore, puis tout va de mieux en mieux. Donc, game changer, non, mais game changer global, oui. Donc, c'est vraiment... Donc, ce que je comprends, c'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir le coup de circuit. Il faut se rendre au premier but. Oui. Puis après ça, au deuxième. C'est ça. Le coup de circuit, il peut arriver, puis c'est fantastique. Puis tout le monde le souhaite. Je dirais que ça reste peut-être un souhait refoulé. Bien, à un moment donné, on peut le concrétiser. Mais la meilleure façon de compter le but, c'est d'avancer, puis que toute l'équipe, justement, pousse le premier au deuxième, troisième. Des fois, on peut essayer d'aller voler un but. Aller voler un but, ça peut arriver. Puis au bout de la ligne, on gagne la partie. On n'arrive pas à repêcher Ivan Demidov à chaque repêchage, en fait. C'est ce que je comprends. Je ne suis pas assez amateur de hockey pour ça, mais... Ils ont gagné hier. Ils ont gagné. On a une question sur les ERP, puis honnêtement, je m'attendais à ce qu'on en ait beaucoup, justement. Vous avez parlé de ERP, nous avons fait ce virage aussi, mais il semble que c'est jamais fini. Avez-vous des conseils pour optimiser ces phases de développement? Bien, j'en parlais tantôt. Effectivement, ce feeling-là, en fait, la réalité, c'est que c'est jamais fini tant que ça. Donc, même dans les grosses entreprises, il y a des mises à jour, des nouveaux modules, on le voit dans la technologie, les choses changent. Donc, il faut avoir cette vision-là de pouvoir accepter ce changement-là, puis un peu accepter que ça va être en évolution. Donc, mais des fois, il faut dire non, puis des fois, il faut mettre la barrière en disant, bien, on n'est pas prêt, on va attendre. Donc, il faut, en tant que gestionnaire, cadrer. C'est des coûts qui sont importants. En effet. Donc, ça peut, je disais tantôt, déraper rapidement, puis les budgets doivent suivre, mais habituellement, ça vient aussi avec une amélioration du procédé, donc il y a des gains aussi qui en résultent. Donc, des fois, ça fonctionne, on continue. Si on voit que ça devient, on est mieux de se mesurer puis d'être plus patient, de prendre le temps. J'aime ça ce que tu dis, Mathieu. Là, on parle d'amélioration du procédé, probablement du processus aussi. Oui. Peut-être que pour la personne là, qui mentionnait qu'on a des coûts là, qui s'accumulent, ce qui serait peut-être intéressant là, dans un contexte similaire, ce serait de regarder le processus et son arrimage avec l'outil sélectionné,
juste pour être sûr qu'on est, on est en ligne avant de continuer à poursuivre, d'investir dans ces projets-là. Mais de commencer les projets, c'est toujours ce qui est le plus difficile et il faut poursuivre pour les mener à terme. Encore des questions d'ERP. Ah, ici, très intéressant. Comment bien focusser sur des éléments concrets pour améliorer notre productivité? On a parlé pas nécessairement des coups-de-circuit, des petits projets peuvent avoir des gains intéressants. Jean-François, comment tu adresserais ça, toi? La première étape dont je parlais tantôt, dans la séquence logique pour implanter des projets de productivité, c'est d'analyser, de comprendre notre façon de travailler actuellement. Et accompagné avec des experts, on va être capable de voir à quel endroit il y a des potentiels gains de productivité. Et commencer par dresser cette liste-là, les prioriser selon les gains et la complexité. Puis là, la lumière va finir par arriver au bout du tunnel. L'évidence devrait se dégager qu'elle devrait être notre projet numéro 1. Bon, on n'a pas de solution unique parce que chaque entreprise est différente, a des procédés différents, des objectifs différents, sont dans des marchés différents. Donc, il faut vraiment le voir au cas par cas, puis aller dans le détail. Il faut marcher le plancher d'usine puis avoir une bonne compréhension. Puis évidemment, il y a tous des aspects. Des fois, il y a des projets qui sont plus, je vais les appeler plus offensifs, des fois plus défensifs. Des fois, c'est santé-sécurité. C'est peut-être pas un gain financier sur le coup, mais c'est très important pour conserver ses employés, qu'il n'y ait pas de blessures. Donc, tout ça finit à moyen terme par être un gain de productivité aussi, parce que gérer des absentéismes, c'est très, très, très prenant. Donc, par contre, il y a évidemment toujours l'analyse financière qui vient encadrer un peu tout ça. Il y a des projets qui ont un retour sur investissement qui est très rapide, d'autres qui vont être à plus long terme. Donc, avec la structure d'entreprise, l'équipe de gestion, c'est des décisions qui doivent être évidemment mûries pour pouvoir dire c'est ceux-là qu'on fait où on est prêt à investir à plus long terme parce qu'on y croit, mais ça va prendre plus de temps. Donc, c'est vraiment une décision d'équipe. J'ajouterais, très, très intéressant, merci Mathieu. J'ajouterais aussi que l'aspect multidisciplinaire est peut-être important pour prendre une décision en regardant, en ayant un portrait 360. Quand on fait des visites d'usine avec nos experts, ça a été le cas là, chez vous, on peut apporter un ingénieur industriel, peut-être un ingénieur mécanique, peut-être dans ce cas-ci un expert plastique polymère parce que c'est une thématique chez vous, puis avoir des regards différents pour converger vers une solution qui est optimale à tous les niveaux. Ça me fait vraiment plaisir parce que encore des questions d'ERP qui surviennent. Puis je dis ça me fait plaisir parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle de transformation numérique, d'implantation d'outils numériques. Puis on voit vraiment là, que ça lève. Là. Les entreprises sont super intéressées, voient le gain qu'ils peuvent faire. On a une question ici. Comment pouvons-nous être financés pour un système ERP qui existe déjà? C'est possible de financer des systèmes qui existent déjà. Il faut valider les dépenses encourues avec l'entreprise. Puis si l'entreprise a besoin d'accompagnement pour poursuivre ou pour peut-être démystifier là, certains petits éléments qui accrochent, un peu comme la question précédente, là, c'est tout à fait disponible. Donc, dans ce contexte-là, je vous encourage vraiment à entrer soit avec votre contact habituel d'Investissement Québec, nous solliciter, Jean-François ou moi, sur les réseaux sociaux, ou encore à utiliser le bouton grand V qui est disponible dans la plateforme. Encore une fois, toutes les portes sont ouvertes. Vous avez juste à rentrer. Puis on aurait peut-être le temps pour une dernière petite question là, qui pourrait être intéressante pour... question productivité durable. Est-ce que Pursphera a réussi à devenir zéro déchet? Non. Ce n'est pas un piège, OK? Ce n'est pas un piège. Non. Non. Mais est-ce qu'on tend à vouloir le devenir? Oui. Donc, c'est dans la nature de ce qu'on fait, nous, au niveau environnemental. Donc, on est toujours en train d'essayer de trouver le prochain petit pourcentage. Quand un appareil passe la porte chez nous, il est réutilisé, réparé, recyclé, valorisé à 97 % environ. Donc, dans le dernier 3 % qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, donc, on travaille sur ça. Évidemment, il y a un coût-bénéfice à ça. Il y a des évaluations environnementales. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Ça prend beaucoup de ressources. On en parlait des fois. Bon, il faut choisir un peu nos batailles. Mais est-ce qu'on veut le faire? Oui. Est-ce qu'on tend à le faire? Oui. Est-ce qu'on l'est? Non. Est-ce qu'on le saura un jour? C'est tangentiel. On s'approche toujours. On s'approche, c'est ça.
À l'impossible, nul n'est tenu, mais Ouais, vous c'est ça. faites des saprés efforts pour vous en approcher. C'est quand même intéressant, la loi de Pareto ne s'applique même pas à vous. Non, 97, hein, on est en haut, fait que c'est parfait. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour les échanges. Merci de vous être Merci à levés tôt pour vous joindre à moi. Il est maintenant 9h21. On vous avait promis de vous relâcher là, au plus tard pour 9h30. Donc, vous allez pouvoir peut-être communiquer avec nous pour Grand V ou pour d'autres projets. Je vous encourage à regarder la productivité chez vous. Super important dans le contexte. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Je m'appelle Audrey et c'est un plaisir d'animer ces classes de maître avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.